8 previews En 4 jours. On continue. Voilà, c'est ça. Suns in 4 en 4 jours. Oh shit, bra. Mais ça veut pas dire que c'est mon pronostic pour cette série. Ah. Non, ça veut pas dire ça. C'était juste pour la punchline et puis pour faire un petit coucou à mes amis du Colorado. Hein, aux copains des Nuggets. Voilà, dont la preview n'est pas encore passée, évidemment, au moment où on tourne là, on connaît pas leur adversaire. Tout à fait. On le saura là dans quelques heures. Ouais. Si vous êtes sage, vous le connaissez, c'est le classique 8 previews en 4 jours. Il y a déjà quelques séries qui ont été tournées et envoyées. N'hésitez pas à aller les checker. Les pronostics tombent. Ça y est, on rentre ce week-end dans les affaires sérieuses. Ce dimanche, les Suns et les Clippers ouvrent le bal avec leur série très attendue dans la conférence Ouest. Bataille entre le 4 et le 5. On a fait Cavs-Knicks côté Est, on avait dit c'est assez serré. Tu sais que la petite bataille Suns-Clippers, c'est pas tout à fait là non plus. Ouais, ça peut tout à fait être serré. Ça peut tout à fait être très tactique. Tout à fait. Deux équipes qui sont très proches en régulière finalement. On va parler des dynamiques, mais les bilans en termes de nombre de wins, 44 d'un côté, 45 de l'autre, donc on est quand même bien proche. Bien sûr. Donc voilà. Ça va être le genre de série dont il ne faudra pas manquer le moindre match, même s'ils seront parfois tardifs. Peut-être que vous allez être chanceux, certaines fois ce sera à horaire français. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va suivre la dynamique des deux équipes. Pour commencer cette vidéo, ensuite on fera le hashtag, le point tactico-technique. Exactement. Pour aller dans le bureau de Monty Williams et de Tyronn Lue pour voir un aspect de ce duel qui nous intéresse plus que d'autres. On sort les jumelles ? On sort les jumelles, évidemment. Le Factor X, le joueur à suivre, le joueur qui a le plus de clés. Ça peut être tout type de joueur, je le rappelle. Tout. C'est pas parce que t'es la star de ton équipe que tu peux pas en être le Factor X. Exactement. C'est important. Non, mais c'est important comme notion, tu vois. Voilà. Bien sûr. Factor X, c'est donc le joueur dont les performances peuvent faire basculer la série. Sera-t-il là, sera-t-il pas là ? Par exemple, tout à fait. C'est des questions auxquelles on tentera de Porte-t-il répondre. le numéro 13 ? Ou le numéro 3 ? Ou le numéro 3 ? Tout à fait. On verra. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on terminera avec le fameux pronostico. Et ça, c'est quand même annoncer l'avenir, quoi. Bien sûr. La voyance, la boule de cristal, tout est de sortie. L'expertise. Voilà. Là, on va lire dans les soleils, on va dire. Exactement. Et je peux vous dire que vous pouvez regarder la personne qui est à ma droite parce qu'on est sur son terrain. On est dans la série des Suns, on est dans la preview des Suns, sur une équipe où, si je ne dis pas de bêtises, et si vous êtes nombreuses et nombreux à avoir regardé le Free Flow, nous sommes sur le futur champion NBA. Ah, faut assumer maintenant. Il paraît. Bien sûr, les Suns sont une grosse équipe. Oui. Les Suns ont des grosses ambitions, même si l'équipe a subi de grosses modifications au moment de la deadline cette saison. Oui. Et ce premier tour est d'autant plus intéressant qu'en face, il y a des grosses ambitions. Enfin, je veux dire, le perdant de ce premier tour, on va être là, bouh, que ce soit les Suns ou les Clippers. Même avec des absences. Ouais, on va être là, genre, le projet de merde, comment ça avance pas, là, les chokers, et ainsi de suite. Malgré le contexte, coup d'œil dans le rétro en septembre. Alors, vous êtes sortis au premier tour. Ouais. Oh, lol. On va être là, violence. Imagine les Suns perdent la série. On va être là, genre, ok. Donc les types, ils ont galéré contre les Pélicans, ils se sont fait humilier par les Mavs, et là ils se font sortir au premier tour de playoff. Bonjour le projet de merde. Putain, mais Bones Island est incroyable. Quoi. Imagine si les Clippers se font sortir, on va dire les types, ils nous font un foin de pas possible à l'été 2019 pour avoir Kyle Leonard, Paul George, machin, nanana, tout ça. 4 ans plus tard, on est où ? On est sur des demi de conf. On n'a pas avancé d'un centimètre, bande de crevards. Voire on a reculé. Non, bien sûr. Donc le perdant de cette série est dans une situation délicate, c'est rien de le dire. Beaucoup d'enjeux, tout à fait. C'était un petit peu une des match-ups que les gens redoutaient un peu sur cette fin. Ça n'a pas été annoncé publiquement, mais on l'a bien senti dans les franchises qui étaient au spot 5, 6, 7, 8, 9. C'est... Vas-y, je t'en prie. Ouais. Bah vas-y, va jouer les Suns au premier tour. Vas-y. Ouais, non, mais c'est sûr que les Suns. Allez-y, j'attends quelqu'un. En termes de dynamique, puisque c'est de là qu'on arrive, les 45 wins des Suns il y a un petit côté trompe-l'œil. Ça veut pas dire que leur saison en vaut 55. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut sembler pas beaucoup 45 wins, mais de là d'où viennent les Suns, plus mine de rien la longue blessure de Booker. Surtout, en milieu de saison, sûr, tu vois, où les Suns ont galéré alors qu'ils avaient démarré. Souvenez-vous comment jouaient les Suns avant que Booker se blesse. On était là, on dit, qui peut les empêcher de scorer en fait, là c'est compliqué quand même cette histoire. Ouais. Et donc, cette équipe a récupéré Booker, s'est mis à mieux fonctionner et était quand même une équipe
contre laquelle il est pas facile de défendre, une équipe assez chirurgicale, mid-range, 3 points, peut-être ça provoque pas assez de lancers, expérience, technique, beaucoup de joueurs différents, beaucoup de qualité et tout, et cette équipe a ajouté Kevin Durant. Voilà. Donc je vous laisse voir le profil de Kevin Durant, comment il se débrouille en attaque, c'est plutôt correct. Joueur très difficile à intégrer dans son effectif. Grosse complication offensive, mais c'est vrai que on ne cessera de vous le répéter, une saison ça dure longtemps, donc en décembre, lorsqu'on fêtait Noël, qu'on était même après la dinde de novembre, on était en mode qui peut arrêter les Suns, et franchement il n'y a pas de scénario dans lequel les Pélicans louent les playoffs. C'est vrai. Ouais, bien sûr. Ça dure longtemps une saison, et aujourd'hui, en effet, il y a KD qui est arrivé, dynamique, assez intéressante côté Phoenix. Premièrement, parce que tu as pu reposer tes cadres, parce que tu savais que tu allais être quatrième et que tu avais fait le nécessaire, l'écart. Ouais. Deuxièmement, parce que, oui, c'était peut-être un petit peu contre Michel et Micheline, mais le bilan des Suns avec Kevin Durant sur le parquet, je crois qu'il parle de lui-même. Il parle de lui-même, il n'y a pas de défaite. Il y a 8 matchs. 8 matchs, 8 victoires. 8 matchs, 0 défaite. Alors évidemment, facilité par le fait qu'ils n'ont pas cassé la bouche non plus d'adversaires de dingue. Michel et Micheline. On est d'accord. Tout à fait. Facilité par le fait aussi qu'il y a un échantillon faible de matchs parce que KD a trouvé le moyen de se blesser à l'échauffement, se faire tourner une cheville et de rater 2 semaines et demie. Non mais... Franchement. Après un apéro sur les Suns, je tiens à le préciser. Oui, c'est vrai qu'il y a eu apéro sur les Suns et dans la foulée, Kevin Durant, de manière complètement anodine, sur un lay-up d'échauffement, se tourne la cheville, tu dis ok et tout, le mec joue pas, et après on nous dit 2 semaines et demie. Les 10 choses les plus attendues de la fin de saison. Cheville. C'est horrible. C'était incroyable. Donc voilà, l'échantillon est faiblard, l'échantillon est pas gros, et pas si représentatif que ça quant aux difficultés éventuelles que les Suns sont capables de pallier. Il y a eu quelques matchs où on s'est dit c'est quand même bien pratique d'avoir Kevin Durant et Devin Booker dans la même équipe. Ça c'est sûr. T'es d'accord? Je pense par exemple, je sais pas qu'est-ce que je peux Dallas, citer comme exemple. Dallas, super exemple. Bataille de joueurs offensifs. Kyrie Irving en feu. Luka Doncic qui chauffe de ouf en deuxième mi-temps. Normalement, quand les deux chauffent comme ça, Dallas c'est quand même très sérieux. Sauf quand il y a Devin Booker et Kevin Durant en face. La fin de match, on a fait amer. C'est vrai qu'il est indéfendable. La fin de match, on a fait genre. Ça va, J-Block. Moi j'étais là, genre, c'est ça d'avoir Kevin Durant dans son équipe. C'est vrai que c'est pas mal. Sachez-le, c'était un match un dimanche. Le lundi, il s'est gratté le front pendant toute la journée. Il était là, genre, c'est bien. C'est vrai que c'est pratique. Franchement, c'est vrai qu'il défend bien, J-Block, mais c'est vrai qu'on s'en fout. T'as une très bonne pose sur la photo, J-Block. C'est clair. C'était super. C'est vrai que voilà. La dynamique est très bonne. J'en profite aussi pour souligner un point qui est important pour les fans des Suns, et je pense que Alex, en voyant ta tête, on va voir un petit peu ce que tu en penses, mais grosse différence avec la dynamique de l'année dernière au moment d'arriver en play-off. Parce que là, vous arrivez avec cette confiance. S'il y a bien une équipe l'année dernière qui a fait une excellente régulière, mais dont la fin n'était pas bonne, était arrivée en play-off dans une situation un peu ric-rac, c'est bien les Suns de l'année dernière. Là, on n'est pas du tout sur les mêmes. Non, on est sur une dynamique complètement différente. C'est plutôt rassurant quand même. Alors, rassurant sur certains points, oui. Sur d'autres, un peu moins. À confirmer. Dans le sens où tu sais moins sur quel pied danser, t'es moins sûr de toi, t'es moins sûr de ta force collective, t'es moins dans la continuité réelle, puisque t'as quand même enlevé Michael Bridges et Cam Johnson, 2 jeunes joueurs vachement bien intégrés, contre Kevin Durant qui semble très bien s'intégrer, même TJ Warren. TJ Warren, là, il y a eu 2-3 fois, il est sorti du banc, j'étais là genre, ok, d'accord, allons-y, pourquoi pas. Terrence Ross, ils sont contents. Voilà, je dis pas que c'est le banc idéal, mais en fait, c'est les mecs qui on sait ce qu'ils vont faire quand ils rentrent sur le terrain. Mais t'as moins de continuité, moins d'assurance en termes collectifs. En revanche, t'arrives avec le somme et l'envie de revanche, c'est le cas de le dire, de l'année dernière, pour quand même quelques joueurs. Je pense que Booker, il a les boules. Je pense que j'espère que Chris Paul a les boules. Ayton, je sais pas dans quel état d'esprit exactement il est par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, on se dit Ayton, dans quel état d'esprit il est, est-ce qu'il est encore là cet été ou quoi, tu vois, il y a un peu de choses autour d'Ayton. Donc en fait, c'est très différent. À titre personnel, je pense que c'est mieux, c'est meilleur. Parce qu'on avait surtout mal jugé, mais dès la série contre les Pélicans, on a fait voilà, c'est pas ouf. Là, je trouve les Suns beaucoup plus prêts à affronter de l'adversité. Après, on en parlera dans les points tactico-techniques et compagnie. On va voir aussi Monty Williams jusqu'où il est prêt à aller pour gagner. Bien sûr. Non mais ça fera partie des challenges. Hein. Lui aussi, il faut qu'il soit prêt, le coach, parce que moi j'ai trouvé que les playoffs de l'année dernière, on a beaucoup critiqué et chié sur les joueurs, mais Monty Williams, bien sûr, qui laisse Chris Paul jouer 36 minutes alors que l'autre il peut plus courir, tu vois. C'est sûr. Mais l'espèce de sceptre de on est numéro 1,
on a la pression, tout le monde nous dit que c'est génial. Vous avez fait, tiens, Nico, Jamal, Michael Porter, allez-y, on vous laisse, on va être 4. Cette pression du numéro 1 qui doit diriger, pas digérer, quelque part ils vont peut-être un peu digérer, mais diriger surtout cette conférence Ouest avec le one seed, qui a un peu porté la poisse. Je veux dire, on a eu le Utah Jazz qui a été hyper collectif, excellente saison régulière, qui n'ont pas géré après en playoff, avec des problèmes de blessures. On a eu Denver là maintenant qu'il y a ça, il y avait Phoenix. Donc vous avez un peu transmis ça et dit on est bien là où on est, quoi. C'est vrai, l'arrivée de Kevin Durant remet de la pression en revanche. Tout à fait. Dans le sens où maintenant il y a plein de bookmakers qui mettent les Suns favoris pour le titre. La preuve étant, on fait des vidéos, il y a des gens qui mettent les Suns qui gagnent le titre. Non mais tu vois, genre, mais voilà, donc t'avais une certaine pression, c'est normal, t'as acquis un des meilleurs joueurs de la ligue actuelle, donc forcément, c'est normal. Donc, écoute, bonne dynamique. La dynamique, elle est plutôt bonne, elle est très intéressante, et il y a de grandes ambitions côté Phoenix sur ces playoffs, c'est normal. Maintenant, les années avancent, et parfois ne se ressemblent pas, ou d'autres se ressemblent. Vous allez comprendre cette phrase de merde. En fait, c'est tout simplement chez les Clippers, dont on va parler dynamique. Et les Clippers vont aborder ces playoffs sans un de leurs 2 meilleurs joueurs, puisque c'est très très Clippers. Putain, les pauvres fans, quoi. Paul George, au moment où on parle, essaye de revenir au maximum. J'ai l'update sous les yeux. Il y a plus de probabilité pour qu'il ne joue pas du premier tour qu'il puisse jouer. Enfin, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être 1 ou 2 matchs potentiellement où il pourra être là, mais sinon, il faudra faire sans Paul George, quoi. La poisse des Clippers, c'est insupportable. Alors que pourtant, il y a des gars autour qui font un taf, là, depuis quelques semaines, là. Car là, ils ont réussi à remporter certains matchs coup près qui étaient assez intéressants. Ils ont eu 2-3 situations où notamment ils ont... Norman Powell a envoyé du sale, Westbrook a envoyé du sale, Kawhi depuis la deadline. Kawhi Leonard, ça. Voilà. Il y a eu un match hyper important, on avait parlé, tu sais, du Clippers-Lakers de fin de saison, là. Où il y avait tout le monde qui était présent, même si c'était un back-to-back pour les Lakers. C'était un petit peu la Battle of Los Angeles. Ils ont mitraillé, ils ont fait exactement ce qu'il fallait. C'était super dans leur dynamique. Cette blessure de Paul George, c'est quand même terrible, quoi. Timing catastrophique. Paul George, enfin voilà. J'en ai marre. Il était déjà un peu blessé à l'épaule dans des playoffs avec OKC. Ensuite, dans la bulle de 2020, ça a choke. Dans la bulle de 2020, ça a choke. En 2021, c'est Kawhi qui se fait le genou. C'est-à-dire que ça joue les Suns, au final de conf. Bien sûr. Là, il n'y a pas de Kawhi. Bah non, il s'est fait Utah. Donc voilà, là évidemment, c'est Paul George qui ne sera pas présent, c'est sûr, pour les games 1 et 2 déjà, minimum. Minimum, game 1 et 2, a priori, il n'y aura pas Paul George. Donc les 2 games de début de série qui auront lieu à Phoenix, les Clippers vont venir sans Paul George. Ouais. Ce qui est, je veux dire, c'est évidemment un gros souci pour eux et pour leur dynamique, même s'ils ont plein de joueurs capables de faire le taf. C'est-à-dire, c'est pas pour autant que les Suns vont devoir sous-estimer ou prendre de haut ces Clippers. Déjà, t'as Kawhi Leonard, plus plusieurs autres ailiers et tout, ils ont de quoi défendre, ils ont de quoi attaquer assez bien. Ils ont une expérience de malade, parce qu'en fait, entre Nico Batum, Kawhi, Maurice, les petits ajustements qu'ils ont fait à la deadline. Westbrook évidemment, même les Plumlee, d'autres garçons comme ça, ils ont plein de vêtements. Quand on avait fait le live de la trade deadline, c'était une des équipes quand même qui nous avait surpris / séduit, parce qu'il y avait eu les moves autour de Plumlee, autour de Bones Island. Moi j'avais bien aimé. On avait bien aimé, et on se disait, ok, donc Balmer, toute la team, ils ont fait, on met vraiment les jetons sur la table, quoi. Parce que pour terminer la rétrospective, tu disais, il y a eu Choke, il y a eu Kawhi, etc. La dernière, ils finissent au play-in. Ouais. Donc t'as l'impression qu'il y a ce truc perpétuel chaque année, et ça me fait chier parce que peut-être qu'on va encore devoir se retrouver là, dans une série où on se dira, ah mais what if, et si ils étaient au complet, et si machin, bah ouais, mais si maintenant t'en avais, ce serait mon oncle. Donc là, c'est la sale blessure qui tombe mal. Le supporting cast de Kawhi reste très très lourd. La dynamique de fin de saison, moi je la trouve plutôt bonne. Ils ont joué, ils sont allés chercher cette 5e place. Ils ont fait certaines performances où tu te dis yes, ça se bat. Notamment ce qu'ils ont fait, je crois que c'était à Memphis, avec Russ, sans Kawhi, où ils battent les Lakers. Donc il y a des matchs statement où ils ont été bons. Ouais. Mais impossible de se satisfaire tant que ça quand tu sais que tu as ton 2e meilleur joueur qui est absent, quoi. C'est ça qui est relou. Du coup, t'es 5e. Alors que monsieur le juge, on doit taper les Suns sans l'avantage du terrain. Tout à fait. Et monsieur le juge, on le fera dans le coup d'un rétro en septembre, mais on les avait tous les 2 premiers de la conférence Ouest. Moi, je les ai mis premiers. Ouais. Ah, moi aussi. Pareil. Je crois même que j'aurais mis le meilleur bilan de la ligue. Par contre, j'avais mis personne à 60 victoires dans toute la ligue. Ah bah putain.
Je t'offrirai un Kinder. On va checker les tactiques un peu. Comment Exactement. ça se passe? On a fait les 2 dynamiques, donc maintenant on va faire les 2 tactiques. Hashtag tactico-technique. Dans cette section, c'est simple. On est avec Tyronn Lue, avec Monty Williams. Ça va les frères? Ouais. Par les baskets. Dans cette section, il y a un point sur lequel on va focus. Alex, stratégiquement, qu'est-ce que tu vas regarder de très près? La bataille des coachs. C'est pas forcément Monty Williams, coach que j'ai appris à connaître et à aimer depuis qu'il est à Phoenix, dont je connais d'autant plus les défauts, pour le coup. Et Tyronn Lue, coach dans lequel j'ai jamais trop cru, mais force est de reconnaître qu'il arrive à tirer des choses de ses effectifs quand même, hein, on va pas se mentir. Et en fait, tout ce qu'on vient de décrire dans les dynamiques, même avec la blessure de Paul George, les Clippers ont un effectif assez profond, avec beaucoup de solutions dans les ailes, beaucoup de solutions dans le backcourt, quand même, et en rajoutant Plumlee, tu rajoutes une solution au poste 5 et tout, qui peut quand même leur être utile, vu qu'il y a DeAndre Ayton en face, quand même, ça peut servir. Et on a donc une série où il y a beaucoup de cerveaux sur le terrain, beaucoup. Kawhi, ça comprend bien le jeu. Chris Paul, ça comprend bien le jeu. Kevin Durant, ça comprend le jeu. Devin Booker, ça comprend le jeu. Nico Batum, ça comprend le jeu. Quand tu regardes jouer, Il y a Rocco. Rocco Covington. Robert Covington, mais même Norman Powell. Moi, je trouve que Norman Powell prend beaucoup de décisions, de bonnes décisions. Bref, donc, ça comprend le jeu. Il y a beaucoup d'expérience de tous les côtés. Il y a du vétéran à plus quoi savoir en faire, hein, dans les 2 équipes. Hein. Tu as beaucoup de possibilités d'ajustement. Jouer grand, jouer petit, jouer avec des gros shooters, agresser le cercle, aller chercher les fautes. Les possibilités de défense. Qui s'occupe de Kawhi Leonard côté Phoenix? Qui s'occupe de Kevin Durant côté Clippers? Ah oui, mince, il y a Devin Booker aussi. Ah oui, il est gros dans la raquette. Ah, comment on fait? Attention, parce qu'ils sont tous capables de shooter côté Clippers. Tout le monde. Marcus Morris, Nico Batum. C'est vrai que les 2 coachs, là, ça va être un jeu d'échecs formidable. Donc, t'as clairement des 5 majeurs avec des rotations un peu établies. Genre, voilà, je pense que Terrence Ross fait office un peu de 6e homme avec TJ Warren côté Phoenix. Côté Clippers, on attend un peu plus du Norman Powell ou des gars comme ça dans ce genre de rôle. On sait que je parlais de Kevin Durant. Bon, je pense que Nico Batum, il est comme ça, clac, en train de se faire les doigts. Voilà, et Kawhi aussi, ils sont là tous les deux en train de s'entraîner. Puis t'as vu, quand il part à gauche, c'est chaud. Et quand il part à droite, il part à droite aussi. Ouais, c'est vrai. Enfin, tu vois, genre, voilà, tu prépares tes mains. Je pense que dans le backcourt, notamment Norman Powell pourrait avoir des minutes un peu alourdies pour défendre sur Booker. Bien sûr. Assez rapidement. Surtout qu'on sait que les Suns aiment bien dans le premier quart avoir un full 12 minutes de Booker. À voir comment, tu vois, à voir si Monty garde ça pour les playoffs et tout. Énormément de possibilités d'ajustement. Je pense que c'est une série où à un moment donné, on va être devant les écrans, on va dire ah, c'est bien joué ça, Tyronn Lue, ou ah, ça, Monty Williams, ah, c'est malin, et ça va être le tournant. Ça va être le tournant. Ouais. On a vu Monty emmener ses Suns jusqu'en finale NBA et mener 2-0. Moi, il y a toujours cette interrogation là qui me reste de est-ce que Monty Williams est un coach qui t'emmène jusqu'au titre? On va voir, parce que là, il a l'armada pour et on va voir vers quoi ça mène. En face, il l'a déjà montré. Il avait certes LeBron, il y a toujours des questions sur Tyronn Lue, etc. Mais s'il y a bien un coach qui a tout connu, qui est capable d'être mené 3-1, 3-2, de faire des ajustements, etc., ça lui fait pas du tout peur, Tyronn Lue, ce genre de série. Il a déjà pris des décisions par le passé, les séries contre Luka Doncic et les Mavs. Attends, Zubac, merci. Tu vas prendre l'appareil photo, là, le Pola, et tu vas nous prendre des photos de la série, parce qu'on va mettre Nico en 5. Tyronn Lue, il va faire des choix. Ça va être une bataille tactique hyper intéressante, je suis d'accord, parce que les deux... En cours de match aussi. Bah ouais. Comment tu gères les fautes? Oui. Comment tu gères les mecs en feu? Est-ce que tu les laisses sur le terrain ou est-ce que justement... Enfin, plein de choses. Ah, c'est clair. Donc il y a de la profondeur des 2 côtés, beaucoup de talent d'un point de vue technique, de l'expérience, beaucoup de possibilités d'ajustement. Donc je pense que oui, le jeu d'échecs entre coachs peut tout à fait être complètement le tournant de la série, au-delà de savoir si c'est Kevin Durant qui va en fait mettre la tête sous l'eau à Kawhi, ou si Kawhi va s'occuper de Devin Booker, et que Devin Booker, on va pas le voir de la série, quoi. Ouais. Ce genre de choses. Il va falloir que les coachs innovent. Et vu le matos qu'ils ont, c'est cool, ils peuvent cuisiner, quoi. C'est pas des gars qui se retrouvent, comme tu l'as dit, avec des effectifs de clampin. Enfin, voilà, ils ont vraiment la possibilité de pouvoir expérimenter tellement de choses dans une série où les attentes sont tellement élevées. Disons que côté Clippers, t'as vraiment un problème relou. Devin Booker, historiquement, aime bien salir les Clippers. Ils sont embêtés. Ils ont beau mettre Paul George, Kawhi, tout ce que tu veux dessus. L'autre, il arrive, il fait attends. Il est taquin. C'est chez moi ici. Oui. Merci. Ouais. Et tu peux pas non plus dire c'est pas grave, on va laisser Kevin Durant nous punir.
Tu vois, on va s'occuper. Et tu peux pas non plus dire, on va s'occuper de Kevin Durant et on va laisser Booker nous punir. Non. Donc tu as un double truc, forcément très tactique à gérer. Que les Suns sont un peu moins du fait de l'absence de Paul George. Et je pense que du coup, ce que les Clippers vont proposer va obliger Monty Williams à faire des ajustements. Et donc, c'est là que toute la bataille prend forme. Et c'est là qu'intervient ton point tactico-technique, non ? Ou pas ? Il est au courant. Je vais parler small ball. C'est le spot, donc évidemment dans la continuité de ce que vient de dire Alex, des coachs vont devoir prendre des grosses décisions. Small ball unit, alors là c'est l'heure des Clippers un peu. No disrespect envers Phoenix, parce qu'on sait qu'il va avoir toute l'utilisation de DeAndre Ayton à surveiller, parce que hashtag dès que tu démarres la série c'est genre Ayton, j'ai envie que tu fasses un massacre, j'adore Zubac et Plumlee, mais c'est le meilleur pivot de cette série. Donc il est censé vraiment faire un gros boulot. Mais Tyronn Lue nous a montré qu'il pouvait faire du small ball. Les Clippers ont montré qu'ils pouvaient être extrêmement à l'aise avec ces 5-là, des 5 un peu bizarres. Kawhi, Norman Powell, Nico Batum, il y a eu du Terrence Mann, parfois du Marcus Morris. Ils peuvent faire des ajustements avec Robert Covington qui a retrouvé son basket là. Les fans des Clippers l'ont vu, il était dans une telle ombre ces récents mois que là, il y a eu des papiers qui sont sortis sur notamment le professionnalisme de Robert Covington et le fait qu'il garde son côté concentré. Robert Covington, c'est encore ce gars d'expérience 6-8 qui va pouvoir rentrer sur le terrain et où Tyronn Lue va faire non. Ok, en fait, on va les faire chier, comme quand on a fait chier à l'époque Rudy Gobert du côté de Utah, pas le même type de joueur, parce que Ayton c'est vraiment un autre type de joueur offensif, mais on veut pas se faire punir comme ça, donc small ball unit, quand est-ce qu'il est tenté dans la série par Tyronn Lue ? Moi ça va me fasciner, parce que je pense que si tu fais taille par taille, vous leur pétez la gueule en fait. Ah oui. Voilà. Kevin Durant est plus grand que tout le monde là-bas. Et déjà plus grand que tout le monde, et donc il joue même pas au poste de pivot, tu vois, donc il y a du Ayton et tout, c'est compliqué. Et donc à ce moment-là, comment va agir Tyronn Lue, quelle va être la première pièce qui va avancer sur l'échiquier, et derrière, qu'est-ce que ça va imposer comme ajustement à Monty Williams, puisque tu en parlais là, de la bataille tactique, c'est quoi, j'allais te poser la question sur ce truc, est-ce que ça va tenir, et ce serait quoi pour toi le 5 small ball idéal des Suns ? Tu enlèves Ayton t'es au bout de 3 matchs, et putain t'es là genre, fais chier, il a réussi à sortir Ayton de la série. Ouais. En fait, je pense que le small ball des Clippers peut avoir un double effet qui se coule pour eux. Non seulement il peut sortir Ayton de la série, mais je veux bien voir. Je demande à voir. Ayton est mobile. Ayton est mobile et Ayton va leur poser de gros problèmes de l'autre côté s'il joue trop petit. Ouais. Moi, je pense que ça peut sortir Chris Paul de la série. Parce qu'en fait, quand il aussi, joue small ball, sûr, en fait, c'est un faux small ball. Oui, tout à fait. C'est un small ball un peu où tout le monde va pouvoir attaquer Chris Paul. Bien sûr. Et donc moi, à titre personnel, mon 5 préféré des Suns, si on doit enlever Ayton, mais j'enlève Chris Paul aussi. Moi, j'ai Booker avec Okogie, Warren, Torrey Craig et Durant. Ouais. Genre, un truc comme ça. Ou Terrence Ross, tu vois. Mais en fait, j'enlève aussi Chris Paul. Parce qu'en fait, c'est quand même ouf de dire ça au premier tour des playoffs en 2023. Non, je l'enlève. Dans ce genre de séquence, oui, je l'enlève. Les Clippers sont une équipe extrêmement intelligente qui va aller chercher les switches et qui va mettre sur le terrain que des joueurs capables d'attaquer leur vis-à-vis dans le but de ou c'est Ayton ou c'est Chris Paul. Et honnêtement, leur cible numéro 1, ça sera pas Ayton, ça sera Chris Paul, à mon avis. Mais c'est pour ça que je te pose la question et que c'est intéressant comme discussion. Tout à fait, mais c'est pour ça que je pose la question, c'est intéressant parce que déjà, ça te met dans une position de devoir dire dès un premier tour, rafraîchir si on se trouve dans cette situation. Peut-être que Chris Paul 2023 ou Ayton se font, entre guillemets, sortir d'un terrain pendant quelques minutes. C'est quand même un sacré reality check, tu vois, pour ces deux joueurs. Et puis pour Nico, je sais pas s'il regarde la preview, mais pour un Nico Batum, je pense que tu es obligé de préparer cette série en te disant en effet KD, mais tu es obligé aussi de te dire je vais jouer des minutes en 5. Ouais. Il va y avoir des minutes à mon avis pour Nico et pour peut-être du Rocco, je sais pas comment est-ce qu'il va faire, mais où ils vont se dire full small ball, on a trop de gars comme ça, il faut qu'on en profite, testons des choses quoi. Et puis quand les Suns vont vouloir potentiellement cacher Chris Paul sur Batum, on va attendre de Nico qu'il agresse. Oui, lui, Russ et d'autres gars. Ouais, mais Russ, il agresse. Bien sûr, dans son tempérament. Je dis ça par rapport à Nico qui parfois va plutôt avoir tendance à pull-up, tu vois. Voilà. Bien sûr. Mais le small ball, moi, me passionné, donc on va voir. Il y a bataille des coachs pour Alex, small ball pour Bibi. Dites-nous, vous, quel va être votre point tactique préféré. J'ai trop hâte de cette série, c'est n'importe quoi. J'imagine que tu vas regarder tous les matchs, évidemment, les Suns. Faut pas déconner. Et il y a peut-être un joueur qu'on va devoir surveiller. Oui.
Ouais, on va regarder ça de plus près. On va regarder ça de plus près avec Un des coup de jumelles. jumelles. Bon, après, moi, le mien, il prend de la place, t'as pas besoin de jumelles. Ah, DeAndre Ayton. oula. Il y avait le choix, il y avait Chris Paul aussi qui va avoir un rôle important. Mais Là, je pensais que t'allais prendre Chris Paul. oui, disons que Chris Paul, Ancienne franchise. en fait, il y a le côté ancienne franchise et tout, mais il me fait tellement peur. Putain, on en est là. Hein. Mais il me fait peur, mais c'est pas de sa faute en fait. Mais on en est là. D'ailleurs, je trouve qu'offensivement, il s'est bien repris là récemment, ça rentre un peu plus les tirs. Il a réussi à sanctionner des gens qui disaient genre bah non, pas de Booker, pas de KD, vas-y Chris Paul, punis-nous. Merde quoi. C'est quand même un bon shooter quoi, faut les mettre. Et puis il a trouvé pas mal, il reste un enfin je pense que s'il nous rentre des tirs, après il reste un excellent passeur, il peut faire mal au moins en attaque, puis on verra en défense, mais en défense t'as plus le choix, faut le cacher. Hein. Je suis désolé, t'as plus le choix. Non, je prends Ayton parce que si Ayton, on verra pour Chris Paul, si Ayton réussit à rester sur le terrain quand les Clippers vont nous agresser les Suns en small ball, ils sont dans la merde les Clippers. Ah bah là, vous les terminez. Voilà, ils sont dans la merde. Parce que, bon, tout à l'heure j'ai rigolé sur la taille de Durant et tout, non, Plumlee et Zubac sont quand même des gars plus grands et plus costauds quand même que KD. Un peu, tu vois, un peu. Mais alors, genre, ils n'ont pas le 10e de la technique de DeAndre Ayton. Ils sont un peu moins athlétiques, voire nettement moins athlétiques. Et Ayton a cette capacité en défense, il se déplace pas si mal latéralement, protège pas si mal. C'est un assez bon défenseur, DeAndre Ayton, hein, en fait. Donc, en gros, pourquoi c'est mon facteur X ? Parce que voilà quoi. S'il te plaît, DeAndre, ne sois pas soft. Rentre-leur dans la bouche. Les rebonds, les contres, les rebonds, les contres, en attaque, on demande la balle, sous le cercle. Ensuite, pour le coup, je sais qu'il y a eu des matchs où il n'a pas reçu autant de ballons qu'on aurait voulu. DeAndre Ayton. Je pense que là, si les Clippers jouent small ball, entre le cerveau de Chris Paul, le cerveau de Devin Booker, le cerveau de Kevin Durant, DeAndre Ayton va être servi. Si c'est pas le cas, je sais pas si ma téloche va tenir tous les playoffs. Tu parlais de l'agressivité de Nico, putain, l'agressivité d'Ayton aussi. Non, voilà, pas soft. Vas-y, agresse. Ah bah, mange des rebonds et remonte. Il de temps en temps, il le fait. Ou quand t'es un peu ouvert à mi-distance, mets-moi ton petit pull-up que ça rentre peinard, tu vois. Ce genre de choses. Mais clairement, c'est le facteur X, parce que quelque part, bon, il n'y a pas Paul George. Franchement, Kawhi, oui, les Suns vont envoyer des défenseurs compétents. Hein. Je veux dire, KD va sûrement s'y coller un peu, et puis après, on peut envoyer Thor et Craig, Okogie. Alors, certainement pas des gens qui vont fermer Kawhi Leonard, mais qui vont taffer, qui vont le gêner et tout. De l'autre côté, c'est pareil. Ils vont envoyer des mecs compétents sur Booker et sur Kevin Durant. Mais je pense que c'est des joueurs tellement forts offensivement, tout ça, là, Kawhi, KD, Booker, ils vont faire leur taf quand même, ils vont faire des grandes séries quand même, et t'es pas à l'abri de Kawhi Leonard en 45 points en 20 tirs, là, t'es jamais à l'abri de ça, en fait, voilà. Si DeAndre Ayton fait une série en 17, 18 points, avec 10, 12 rebonds de moyenne, tout va bien. Voilà ce que je veux. Je veux ça, je veux de l'agression. Je pense qu'il y a la place pour le faire. S'il est en 13-7... Ah non. Non, ça c'est les stats de Biombo, ça. Non, j'ai pas dit. Tyronn Lue, sur son CV, j'ai sorti tellement fort Porzingis d'une série qu'ils ont fini par le transférer. Surveillez de près ce genre de série. Après, c'est quand même pas tout à fait la même. I'm just saying. C'est pas les mêmes joueurs, mais s'il y a bien un gars qui est capable de se faire transférer parce qu'il y a déjà eu des murmures d'eux et qui en fait s'est fait sortir d'une série de playoffs parce que c'était compliqué. Bah, surtout qu'en plus, Ayton, on sait pas s'il est vraiment si bien au Suns et tout. Ah bah ça, je peux te le dire. Par contre, il est pas bien. C'est pas du tout les mêmes joueurs dans le sens où... Non, mais je compare pas les joueurs. Porzingis, il aime bien shooter à 3 points. Évidemment. Donc ils l'ont emmené là. Ayton, il va pas commencer à prendre des 3 points. Je compare pas les joueurs, je compare le scénar. Ce qu'a vraiment fait Tyronn Lue, c'est qu'il a sorti un starting 5 level quasi all-star, dont les joueurs certes étaient différents, mais où on s'est retrouvé de l'autre côté à Dallas à devoir ultra responsabiliser Maxi Kleber et Dwight Powell à l'époque. Bah prépare-toi, si ça se trouve, à tes minutes Landale, minutes KD en 5, etc. dont tu as parlé. Ah non, mais c'est sûr, Ayton... Surtout qu'il y a un rendez-vous après, hein. On a parlé dans le free flow. Hein. On va voir si Denver fait le travail au premier tour, mais après, tu as le double MVP, en tête triple, en titre, qui attend en demi-finale. S'ils battent s'ils battent le Thunder ou les Wolves. Putain, tu sais que les fans de New Orleans, là... Shit. Bah tu m'étonnes. Anyways. Donc voilà, toi t'as quoi, toi, Factor X ? Kawhi Leonard, c'est l'heure. Hein, tu me parlais de 2019 là avec certains trucs, là, des associations. Kawhi Leonard, on n'arrête pas de dire Kawhi, et si ceci et cela.
franchement, je vais être clair. Hein. Là, c'est plus un joueur à suivre qu'un Factor X, tu vois, c'est des bons exemples, c'est bien. Ah, mais alors là, franchement, là, moi, Kawhi Leonard, attends, il est en forme, d'accord, ok. Qu'on soit très clair, ok, il sort pas un seul mot en conférence de presse, très très bien. On a compris, il y a des mèmes qui tournent où il y a juste les guillemets qui sont mis pour dire, voilà, C'est drôle. Moi, j'adore. J'aime bien. Par contre, tu vois un autre truc qui est drôle, Ouais. sa ligne de stats depuis la trade deadline. J'espère que t'es prêt. Ah, il pique. Kawhi Leonard, il est à 27 points, 7 rebonds et 4 passes de moyenne. Certes, il y a des matchs d'absence. Il est à 54% au tir, 47% à 3 points et 88% lancé. Le mec, il est quasi en 50-50-90. Oui, lorsqu'on aborde la série, à partir du moment où il y a Kevin Durant, on dit il y a Kevin Durant et puis après, on va voir. Non, il y a Kawhi Leonard. Tu sais qu'il y a un scénar dans lequel Kawhi Leonard est le meilleur joueur de cette série. Ouais, bah c'est plus qu'un scénar, hein. C'est Où une en fait il dit probabilité réelle. les gars, vous me faites chier, en fait j'ai gagné un match parce que j'étais le meilleur joueur sur le parquet et j'ai tracté cette franchise sur mes épaules, Paul George ou pas, parce que j'étais trop fort des deux côtés du terrain, parce que j'étais encore plus létal que les deux là à mi-distance, parce que j'ai lock un des deux parce que j'en ai fait une affaire personnelle. Ce Kawhi est capable de faire ça, il m'a déjà montré. De là à faire en sorte que cette série finisse dans les mains des Clippers, on va voir, mais Kawhi est en forme en avril 2023 avec une équipe sur son dos et pas Paul George. Donc il faut lui donner les clés du camion et qu'il montre à quel point c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Attention, il y a KD en face. Qu'on se retrouve pas, Alex, dans une série, comme t'en parlais avec Ayton, etc., où en fait les deux meilleurs joueurs de la série, c'est Devin Booker et Kevin Durant, et en fait Kawhi Leonard, il est troisième à égalité avec Norman Powell et Chris Paul. Si c'est ça, la série risque d'être courte. Voilà. Donc du coup, si Kawhi il est à son niveau, qui est celui qui nous montre là récemment, il y a des équipes qui ont Kawhi peut être rien le pu meilleur faire. joueur de cette série. Hein. Tout à fait. Hein, et d'autant plus que ça, si c'est le cas, bah la série elle dure longtemps. Parce que Kawhi Leonard qui est en forme, en fait, j'adore Kelly, j'adore Booker, j'adore toute la clique, mais il va être capable de faire des choses des deux côtés du terrain en termes de stabilité, sérénité, qui font que les Nico Batum, les Rocco, les Westbrook et compagnie, ils vont savoir avec Tyronn Lue comment faire. Parce qu'il y a des failles chez ces Suns. Et donc du coup, moi j'attends un flashback. J'ai envie, je sens qu'il y a une piste qui peut vous faire peur, mais de nostalgie Kawhi sur cette série de premier tour là, où en fait le mec il dit non. En fait j'étais à 38 points de moyenne, vous avez rien pu faire. Et donc du coup, j'étais en forme, j'ai joué les 4, 5, 6, 7 matchs de la série, et on se souviendra, peut-être qu'on est sorti au premier tour, mais on se souviendra surtout que, putain, waouh, en fait, c'est pas des lol quoi. C'est vraiment, Kawhi Leonard est encore capable de jouer à ce niveau. Pour le moment, bah, on continue à inclure des nouvelles choses dans le CBA où on dit, bon bah, tu peux pas participer aux Awards parce que t'as pas joué 65 matchs. C'est la Kawhi Leonard rule, on est d'accord. Elle a pas d'autre nom cette règle. Je veux dire, c'est pas la Derrick Rose rule, hein. Je pense qu'il y en a une autre à son nom. Mais c'est la règle de Kawhi Leonard. Pour le moment, depuis des années, c'est, hormis la bulle, c'est des histoires de... Bon bah voilà, on a joué 50 matchs de saison régulière et puis on a essayé de participer. Non. Kawhi, il a pris les Mavs, par exemple, 2 séries de premier tour de suite, et il a fait, maintenant vous arrêtez. S'il fait ça, putain, la série elle va être longue pour toi. Ouais, bien sûr, mais capable. je pense que c'est ce qu'il va faire en plus, moi. Et Je pense que les Clippers vont arriver déterminés dans cette série. J'aimerais trop qu'ils nous fassent un flashback là. Juste pour qu'elle soit un peu plus série que d'habitude, quoi. Parce que là, sans Paul George, quand même, c'est Disons que... un peu chaud. Ah, ça fait mal. Hein. Ah bah oui, le timing est catastrophique pour les Clippers. Hein. Nous sommes d'accord. Par contre, il y a un autre timing. Ouais, celui du pronostic. Exactement. Tu es prêt ? Oui. Pronostic time, dans cette section, c'est très simple. On vous donne l'avenir, le futur. Que va-t-il se passer ? Est-ce que Alex va suivre, et Bibi aussi, son pronostic du Free Flow spécial science-fiction ? Avant ça, évidemment, on rappelle les choses importantes. Ne pas faire les bolos. Exactement. Quoi qu'il arrive, même si vous nous suivez sur une des codes qu'on va vous proposer, là, ne misez pas l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Conseil simple, conseil efficace, 100% de réussite. Exactement. Tu es prêt ? Ouais, je suis prêt. Je t'en prie. Une belle petite cote là qui s'affiche en bas de votre écran. Les Suns vont gagner cette série et je pense qu'ils vont le faire par le score de 4-3. La cote est à 5. C'est ce que tu avais dit dans le Free Flow ? Oui, c'est ce que j'avais dit dans le Free Flow. C'est pas la cote la plus probable. Faut quand même savoir que la cote la plus probable, c'est 4-1 pour les Suns, à 2,90. Bah tu vois, c'est finir à la maison, quoi. Et il y a le 4-2, mais qui est un peu plus probable que le 4-3, Ah ouais. mais moins déjà que le 4-1. Le 4-1, c'est la cote la plus probable. Donc les bookmakers, d'une manière générale, et ceux de Paris en Sport également, voient les Suns se qualifier. Ce qui est logique, avec l'absence de Paul George, plus l'avantage du terrain, plus l'arrivée de Kevin Durant aux Suns et tout. Enfin, il y a pas mal d'éléments. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le cas Kawhi Leonard. Je pense qu'il va salir Phoenix comme peu de joueurs l'ont fait.
Et que c'est pour ça que je mets 4-3, parce que par contre je pense que genre même si Kawhi est le meilleur joueur de la série, le numéro 2 et le numéro 3 de la série, ce sera les mecs de Phoenix, voire peut-être même le numéro 4. Tu vois, donc j'ai l'impression que les Suns, en l'absence de Paul George, j'ai l'impression que sur les matchs où Paul George n'est pas là, j'ai l'impression que les Suns ont une certaine marge de, même s'en prendre 40 dans la bouche par Kawhi Leonard, de quand même le gagner. Tout à fait. Parce qu'en fait, t'as Booker à 32 et KD à 28 avec des pourcentages très propres. Et puis, c'est Ayton qui s'est scoré. Ou, faut pas oublier ça, oui, c'est vrai qu'ils ont un effectif profond, nos amis les Clippers et tout, mais en fait, le banc des Suns, il est ce qu'il est, mais il y a un moment où on sait très bien que Terrence Ross peut mettre des tirs et qu'il va les prendre pareil en sortant du banc, ou Warren, ou Campaign. Enfin, tu vois, ces gars-là, on sait qu'Okogie et Torrey Craig vont être motivés sur les tâches défensives. Enfin, il y a un petit peu de marge côté Suns, ce qui me fait dire que même en cas de gros Kawhi, ça passe quand même et c'est 4-3. Voilà. Même score. 4-3. Phoenix aussi. On respecte le free flow science-fiction. 4-3. Je crois en la capacité de Kawhi, de Tyronn Lue, de ces joueurs d'expérience de faire durer la série. Ils ne voudront pas sortir rapidement, je pense. On n'a pas beaucoup parlé d'un Russell Westbrook face à Chris Paul. Il y a des comptes à régler. Westbrook face à KD, évidemment, il y a des comptes à régler. Et surtout, Westbrook, dans ses capacités de pénétration, il peut avoir des choses intéressantes. Il peut gêner. On n'a pas assez parlé de lui. Ça peut gêner parce qu'il va être capable d'apporter cette tonicité vers l'arceau. Et les efforts, il y a de l'expérience à ne plus quoi ça va en faire. J'ai du mal à voir les Clippers soudainement quit. S'il y a bien une chose que les Clippers nous ont montré dans leur histoire, c'est que quand ils sont favoris, ils font nymphe, mais quand ils sont pas favoris, ils se battent. Et donc je pense que sur une série comme celle-là, on va aller jusqu'au bout du bout. Excellent test pour les Suns, dont on parle en potentiel finaliste NBA ou champion NBA. C'est parfait, là, pour les tester. On veut savoir qui sont les Phoenix Suns. Battez bien comme il faut les Clippers, soit à la régulière 4-2-4-1, soit en Game 7 à la maison avec un peu de pression. Et nous sommes d'accord sur le prono, les Suns de Phoenix et surtout d'Alex Sinator iront en demi-finale. Cool. On est bon ? Alors on espère. Le 2 qui sort. On espère qu'on est bon. Évidemment, vous, surtout vous, fans des Clippers, des Suns, ou simple observateur, donnez-nous vos pronostics. Qu'est-ce que vous pensez de cette série incroyable? Elle démarre ce dimanche et nous on va devoir enchaîner parce que il reste des prévus sur le marathon. Ciao ciao. À très vite sur la chaîne YouTube Trash Talk. Ciao.